Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'animer cet atelier sur l'expérience candidat. Et on va commencer avec une première question. Que veulent les candidats? Que veulent les candidats selon vous? Du travail, ouais, le poste, de l'argent, être heureux. Que veulent les candidats dans un processus de recrutement? La transparence? La considération? Oui. Ils veulent être traités de façon juste, ils veulent être traités et évalués de façon équitable. Est-ce que quelqu'un dans la salle, combien d'entre vous, levez la main, ont déjà vécu un sentiment d'injustice dans le cadre d'une procédure de recrutement? Voilà, vous êtes pas mal. Donc si vous l'avez déjà vécu, vous savez les sentiments négatifs qu'on peut avoir envers une entreprise qui nous a traités de façon injuste. Et donc moi aussi je l'ai vécu il y a très longtemps pour la recherche d'un stage de recruteur. Et ça m'a tellement mis en colère que j'ai pris un engagement, c'était d'être une recruteuse qui n'allait jamais faire vivre ça à ses candidats. Et donc, j'ai choisi une voie un peu spécifique, c'est que je suis allée dans la littérature. Je suis allée faire un doctorat sur cette thématique et j'ai découvert dans ce cadre-là cet article qui va mettre en avant 12 leviers de justice. C'est des principes très concrets qu'on peut appliquer en tant que recruteur et c'est des leviers qu'on va pouvoir activer facilement. Et donc depuis 1993, c'est un des modèles majeurs utilisés dans la recherche scientifique sur l'expérience candidat. Et c'est aussi la base de nombreux questionnaires d'expérience candidat. L'objectif de cet atelier, ça va être de vous les présenter, mais d'abord d'auto-évaluer votre propre process. Alors, je vous explique un peu ce que c'est un levier de justice et je vous explique les émoticônes que vous allez pouvoir retrouver dans les corrections du quiz. Donc, un levier de justice, il va y avoir 3 niveaux. Soit vous êtes très juste, vous envoyez un signal très fort de justice à vos candidats, soit c'est neutre, c'est-à-dire l'information, elle n'est pas vraiment donnée, elle est floue, vous la donnez qu'à quelques candidats, soit vous ne respectez pas ce principe, ce levier, et donc vous allez créer de l'injustice. Une des premières règles, c'est par exemple de donner une seconde chance, et sur cette règle, si vous refusez à un candidat de donner une seconde chance, vous allez créer de l'injustice. Si vous l'acceptez, mais que sous condition à quelques candidats, vous allez avoir une perception neutre. Et si, par contre, vous êtes force de proposition et vous expliquez clairement à tous vos candidats à quelle étape ils ont le droit d'avoir une deuxième chance, là, vous allez créer une perception très forte de justice. Alors, le quiz. Donc, par manque de temps, on va avoir que 10 leviers en quiz, mais c'est les 12 leviers. Il y en a 12 et je vous ferai un récap à la fin de ces 12 leviers. L'objectif de ce quiz, ça va être d'évaluer ton process. Donc, ce n'est pas de trouver la bonne réponse. Et donc, l'objectif pédagogique de cet atelier, ça va être clairement de voir sur quelle partie tu peux progresser. Comment améliorer ton process et le rendre encore plus équitable pour tes candidats. Chose importante sur le quiz, donc il va y avoir une question. Vous aurez 45 secondes pour répondre. Je regarde. À la toute fin du quiz, on va afficher un tableau de résultats avec vos noms. Donc vous pourrez utiliser des pseudos si ça vous dérange. Je le précise. Et on aura 2 corrections. Vous allez avoir une correction automatique sur le quiz où il y a une bonne réponse. Je mets des guillemets parce qu'en fait, c'est juste la réponse qui amène le plus de justice pour vos candidats. Et ensuite, il y aura une autre correction où là, vous pourrez voir le niveau de justice que donne votre proposition avec les petits émoticônes qu'on a vus au début. Mais je vous le réexpliquerai. Pour se connecter au quiz, vous devez vous rendre sur ce site, slide.com. Ouais. Où il y a un QR code aussi. Voilà, si vous voulez. Je me pousse. Voilà. Moi, je me suis préparé des petites fiches pour faire Julien Lepers.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un effet Julien Lepers, c'est-à-dire que la personne qui va poser des questions dans un jeu télé va être perçue comme très intelligente. Voilà. Donc, je me suis préparé mes petites fiches et j'espère qu'à la fin, vous aurez une très bonne perception de compétences. Alors, ça se connecte. Oh lolo. Vous pouvez changer les émoticônes parce que des fois, ils sont un peu bizarres. Donc, on va commencer le quiz. Alors, avec la première question. Alors, je vous rappelle la consigne, évaluez votre process. Pas le process idéal, pas la bonne réponse. Oui. Question 1. Quelle méthode de recrutement utilisez-vous? CV plus entretien plus contrôle de référence, CV plus entretien plus échantillon de travail, mise en situation, CV plus entretien plus test de personnalité ou d'aptitude, autre process qui ne ressemble pas du tout à se proposer. Donc vous allez avoir 2 corrections. Ah, temps écoulé. Donc vous êtes 56. Alors je ne sais pas si c'est en pourcent ou pas. Non, c'est le nombre. C'est le nombre. Oui, 56, oui. Donc vous êtes à une majorité à avoir trouvé la réponse, à avoir dans votre process déjà la réponse qui amène le plus de perception d'équitabilité. Est-ce que je peux passer à la slide? Il y a une deuxième correction. Alors on va essayer de... Voilà, là on remet la question. Slide suivante. Alors, quel levier de justice j'ai voulu mesurer avec cette question? C'était, pour avoir un processus équitable, il faut utiliser des méthodes valides et reliées au poste. Plus votre processus, plus les exercices que vous proposerez à vos candidats pendant le process sera relié au poste visuellement, il sera proche des tâches du poste, plus ils percevront de la justice. Et donc voici ma petite correction, vous l'avez vu, neutre, c'est-à-dire pas d'information de justice, c'est moyen, voilà, c'est pas la meilleure réponse. Et j'ai rajouté un nouvel émoticône, donc ça c'est moi, qui dit je sais pas, je peux pas vous donner d'informations. Voilà pour l'explication. Hop, question suivante, s'il vous plaît, en régie. Et je vais essayer. Ah. Laquelle de ces structures correspond au mieux à celle que tu veux utiliser dans tes annonces? Alors, classique, entreprise, valeurs, mission, compétences, conditions, attraction, accroche, ce qu'on offre, les missions cool, les avantages, français LV1, intro, sujet, verbe, complément, appel à l'action, ou réalité, ce qui attire et ce qui repousse les candidats. Donc, la majorité d'entre vous utilise la structure attraction, voilà, où on va attirer le candidat. La réponse qui est la plus juste, c'est la réponse réalité. Pourquoi? Slide suivante. Je vais vous le dire, c'est qu'il faut être honnête. Tout au long de son processus de recrutement, il faut être honnête. Et en général, on a moins de mal à dire les choses lorsqu'on a la personne en entretien ou au téléphone. Et on se dit, on lui dira à cette étape-là. Mais en fait, vous commencez à... Le fait d'être honnête dès le début, ça va créer une relation de confiance. Et de toute façon, utiliser la méthode attraction, c'est comme quand sur Tinder, vous rencontrez quelqu'un qui a une photo photoshopée. C'est-à-dire photo photoshopée. Voilà, vous allez être déçu à un moment. Donc autant dire honnêtement les conditions du poste. Voilà. Et alors je vous introduis le nouvel émoticône MDR. Ça c'est pour les blagues de Mohamed. C'est parce que Mohamed m'a aidé à mettre des blagues. Question suivante. Troisième question. Un candidat qui postule à l'une de vos offres a une question. Il manque un mot. Par quel moyen peut-il vous contacter? Aucun moyen de nous contacter directement. Il peut envoyer un mail à notre adresse contact@machin.com. Il a les coordonnées précises du recruteur. Un formulaire sur démerde-toi.com. Blague de mots encore. Et j'ai testé le démerde-toi.com. Le nom de domaine est disponible, si ça vous intéresse. Ah, temps écoulé. On va voir ça. Ah, les coordonnées précises du recruteur. Ça ne m'étonne pas.
Pourquoi c'est important en termes de justice? On retourne au slide. C'est parce qu'il est important d'ouvrir le dialogue, et ça, tout au long du process aussi. Alors, tous les leviers de justice que je vous présente, en fait, vont s'adapter à tous les moments du process. Donc, ouvrir le dialogue, être disponible, être accessible pour ces candidats à toutes les étapes. C'est vraiment un point important. Et aussi lui laisser du temps pour poser des questions. Voilà, il faut qu'il y ait un vrai échange entre le recruteur et le candidat. On va passer à la question suivante. Et je crois qu'on va commencer la série de questions sur les entretiens. Ouais. Quel type de questions utilises-tu le plus fréquemment dans tes entretiens? Questions sur le parcours, les motivations, ses envies d'évolution. Les questions comportementales, racontez-moi une fois où, et les questions situationnelles, imaginez. Une question sur sa personnalité et ses loisirs, ou une question de type, pourquoi une poule traverse une autoroute? Alors cette question, on me l'a vraiment posée en entretien. J'ai répondu pour se suicider. J'ai eu le poste et j'ai accepté le poste. Voilà. Pourquoi? Parce que je me suis dit, oh purée, il y a du boulot. Et j'aime les défis et je savais qu'on allait me faire confiance et que j'allais pouvoir tout changer. Non, c'était pas chez LEDR. Alors, vous êtes 74 à utiliser la méthode, le type de question qui amène le plus de justice. Bravo. On a 0 sur la poule. Ah, je suis déçue. Ouais. Même pour rigoler, vous l'avez pas mis. Donc on peut, quand tu passais la correction, donc là le levier que j'ai voulu illustrer avec cette question, c'est que tout au long d'un process, le candidat doit avoir l'opportunité de démontrer ses compétences. Et ça, c'est la règle la plus importante pour les candidats à qui vous dites non. Si vous devez dire non à quelqu'un, si la personne a eu l'opportunité de démontrer ses compétences, elle va percevoir que c'était juste. Et elle va repostuler et elle va revenir. Donc, laissez les candidats vous montrer leurs compétences. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des conseils qui est de raccourcir les processus de recrutement, d'enlever des entretiens pour améliorer l'expérience candidat. Et ben en fait, ça dépend. Il faut vraiment faire un choix entre rapidité et évaluation des compétences. Est-ce que voilà. Il y a la partie question sur la personnalité et ses loisirs où j'ai mis je ne sais pas. Parce qu'on peut très bien faire des questions sur la personnalité, bon, moins sur les loisirs, mais souvent c'est assez mal fait. Voilà. Donc je ne peux pas donner un niveau de justice sur votre question, sur cette proposition. On peut passer à la question suivante. Alors, on continue sur les questions entretien. Pour un même poste, les questions que tu poses à un candidat sont 100% adaptées aux réponses ou au profil du candidat. 80% adaptés au candidat, 20% similaires pour tous les candidats. 50% adaptés, 50% similaires, 20% adaptés, 80% similaires, ou 100% similaires pour tous les candidats. Alors, il reste 3 secondes. Temps écoulé, la correction. Donc là, c'est pas mal réparti, c'est assez réparti. Voilà, en fait, j'ai mis 2 bonnes réponses. Les 2 dernières. Tout simplement, alors on va repasser à la deuxième correction. Pour être juste, il faut utiliser les mêmes méthodes et les mêmes critères pour tous les candidats. Ça, avoir le même processus d'évaluation pour tous les candidats, c'est important. Dans le cas... Alors pourquoi j'ai fait un choix spécifique? À votre avis, pourquoi j'ai mis 20% adapté aux candidats et 80% similaires? Pourquoi, pour moi, c'est la réponse où il y a plus de justice par rapport à une règle que j'ai dit avant? Non. Non plus. Alors, dans une règle précédente, j'avais bien stipulé qu'on peut poser des questions. Donc, dans la partie 100% similaire pour tous les candidats, ça voudrait dire que même les relances sont similaires. Vous voyez, en fait, il faut un tout petit peu de flexibilité, notamment pour la partie relance, où là, la relance, vous devez la prévoir dans votre entretien très structuré, mais elle peut être activée ou pas pour certains candidats, selon leur réponse. Voilà. Question suivante.
Alors, poses-tu des questions sur les loisirs à tes candidats? Non, cela ne m'intéresse pas. Parfois, pour les personnes qui ont mis kayak sur leur CV, voilà, peut-être que vous avez prévu des vacances et vous voulez essayer le kayak. Oui, pour les profils juniors, évaluer les compétences transférables. Oui, tout le temps. Cela permet de s'intéresser à lui, elle. Et donc, là, c'est vraiment réparti. Donc, sur les loisirs, la réponse qui va amener le plus de justice, c'est une réponse où ce sujet ne vient pas lors de l'entretien. Hop, on avance. Ouais, on peut. Je peux avancer? Ah ouais. La règle de justice, le levier de justice qu'il faut activer, c'est respecter la vie privée des candidats. Et on n'est pas tous à l'aise pour parler de ces loisirs. Il y a le consentement. Ça débat. Ouais, je vois. Pourquoi on ne doit pas s'intéresser aux loisirs? En fait, que je fasse du football ou de la natation. Je reprends mon exemple, désolé. Quelqu'un qui fait du football ou de la natation ne sera pas forcément plus ou moins coopératif ou compétitif. Ce lien entre les loisirs et la personnalité n'existe pas. C'est un stéréotype. Clairement. Voilà, c'est un stéréotype. Et les questions... Alors, j'ai fait ma thèse sur le sujet des questions inappropriées. Et ces questions sur les loisirs, je demandais d'évaluer les questions sur les loisirs et les questions illégales, elles obtenaient le même score. Voilà. Alors, oui. C'est pour ça que la réponse oui pour les profils juniors, évaluer les compétences transférables n'est pas un signe d'injustice. C'est parce que lorsqu'on peut valoriser des compétences dans des engagements associatifs ou dans des projets à côté, on peut... C'est pas un loisir, c'est un engagement associatif, c'est pas un loisir, c'est comme un deuxième boulot, si vous avez déjà eu... Voilà, c'est un peu comme un deuxième boulot. Donc, vous avez vraiment des compétences qui sont liées au travail à valoriser dans un engagement associatif. Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, vous pourrez venir me voir à la pause. On va passer à la question suivante. Question 7. Dans la première étape de ton processus, donc la candidature, quel est le délai moyen entre l'envoi d'une candidature, CV ou test, et la réception d'un courrier de refus pour les candidats disqualifiés? À l'inscription. Oui, alors je suis désolée, je suis bloquée en 1980. On envoie des courriers de refus. Automatisés. À l'inscription, il y a la mention sans retour de votre part. Gna gna gna. Voilà. 0 à 2 semaines, 3 à 4 semaines. Je ne fais pas de retour aux candidats éliminés à cette étape où je ne mesure pas. C'est vrai. Alors, waouh, c'est génial. 93 personnes dans cette salle font des retours entre 0 à 2 semaines. Très bien. Et donc, un des points importants, un des leviers de justice à activer, c'est de faire un feedback rapide et argumenté. On l'a vu ce matin avec la conférence de Jérémy. Et donc, j'en rajouterai pas plus. Je vais gagner du temps pour les autres explications. Voilà. Il faut faire un feedback. Voilà. Et si vous n'y arrivez pas, voilà, il y a go. Oui. Alors, c'est une question d'après. Non, mais je vais revenir sur ce point-là. Je l'illustre après. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? On peut passer à la question suivante? Question 8. Là, je pense que c'est... Ouais. Tu vas envoyer des candidats à ton hiring manager client. Toujours pas de réponse après 8 jours. Qu'as-tu fait la dernière fois que c'est arrivé? J'ai relancé et pris mon mal en patience. J'ai relancé et prévenu le candidat que je n'avais pas de retour. J'ai harcelé mon hiring manager client pour avoir une réponse. On peut être tenace des fois. J'ai contacté le N+1 de mon hiring manager, menacé mon client d'arrêter de travailler avec lui. Déjà fait.
Je n'ai jamais vécu de situation similaire. Ah, donc vous êtes 96 à ne pas être tombé, à avoir eu la réaction la plus juste. Il y a quand même 3. Ah, les 6 qui n'ont jamais vécu la situation, ouais. Ah bah oui, c'est... Ouais. Peut-être ceux qui n'ont jamais vécu, qui n'ont pas de direct manager ou de client. Et donc, je vois qu'on est 3 à menacer. On est 3 à menacer nos clients. Voilà. Avec un petit couteau prêt à harceler tout le monde. Donc là, oui, j'ai bien aimé cet émoticône. Il n'existe pas, non. J'ai trouvé, oui, sur Internet. Je l'ai fabriqué pour l'occasion, parce que je suis du genre rancunière. Alors, pourquoi c'est important? Et donc, je vais répondre à ta question. Donc, il faut donner des explications tout au long du process. C'est-à-dire que même si je n'ai pas d'informations, même si j'ai rien de nouveau à apporter, l'idée, c'est de donner des infos. Donc, tu me disais, on me faisait la remarque là, mais les candidats qui sont dans le pipe, dans l'ATS, qu'on a, mais on n'a pas encore décidé si on les voit ou pas. On a fait passer des personnes en priorité, ils sont pas mal, mais on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les élimine? Est-ce qu'on doit respecter absolument ce délai de feedback de 1 à 2 semaines? Moi, ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'est que je leur envoyais un mail toutes les 2 semaines. J'avais vraiment une alerte toutes les 2 semaines où les candidats qui étaient toujours dans mon ATS et que je ne savais pas encore si j'allais les contacter ou pas, et ben je leur disais. Voilà. Il y a d'autres candidats qui ont avancé le process parce qu'ils ont telle caractéristique, tel critère en plus. Donc pour l'instant, votre candidature est quand même intéressante et donc vous restez dans le process. Tout simplement, en fait, la vérité. Et ils étaient plutôt contents, ils n'étaient pas non plus choqués qu'il y ait d'autres personnes qui avaient plus, qui avaient plus de compétences que sur un critère. Mais ils aimaient le fait que je leur donne des infos régulières. Des remarques? Non. Est-ce que ça crée une frustration? Ben non, en fait, ça donne une info. J'ai toujours eu des bons retours sur ça. Ouais, je me suis posé, voilà, c'était un test, justement. J'ai voulu tester ce levier dans l'honnêteté maximum en disant clairement aux candidats que je ne savais pas. Que je ne savais pas si je les prenais ou pas. Question suivante, s'il vous plaît. Ah, 9e question, on a bientôt la fin. Les candidats peuvent-ils facilement tricher ou mentir pour réussir ton processus de recrutement? Oui, cela arrive et je ne sais pas quoi faire. Ouais. Peut-être que, mais je n'ai jamais vraiment réfléchi à la question. Peut-être, pourtant on vérifie, réévalue les critères importants. Non, personne ne me ment. Mon expertise feeling détecte le mensonge. Alors l'expertise feeling, c'était vraiment dans la grille d'évaluation de mon ancien poste. Voilà. Là aussi, il y avait du boulot. Alors, les réponses, peut-être, pourtant on vérifie et réévalue les critères importants. Vous êtes la majorité à avoir répondu ça. Qui est la meilleure réponse? En fait, la triche, il faut en avoir conscience. Il faut essayer de la vérifier. Il faut essayer d'avoir une évaluation valide. Mais pour avoir le maximum de justice sur cet aspect-là, il faut aussi communiquer aux candidats quelles mesures vous prenez pour limiter cette triche. C'est important que ça soit visible. Ces corrections. Et voilà. Non, mais j'hésitais à rajouter. Bah si, je vais le rajouter quand même. Une des méthodes pour limiter la triche, c'est l'entretien structuré. Il y a des recherches, et je suis en train de travailler dessus, il y a des recherches qui montrent qu'un entretien structuré est beaucoup moins sensible aux mensonges et que, voilà. Donc, il y a moins de mensonges dans un entretien qui est très structuré. Donc, c'est une possibilité pour les personnes qui ne savaient pas quoi faire, une première piste. On peut passer à la question suivante. Ah, 10e question, ma préférée. Testons ton honnêteté. Par rapport à la salle,
Où se situe ton niveau de bienveillance et de respect envers tes candidats? Donc là, pour ceux qui ont des notions en statistique, on devrait avoir une courbe, une loi normale. On devrait vraiment avoir une courbe si vraiment tout le monde répond honnêtement. On va voir. Moi, je parie sur un 80% sur le niveau 3. Le niveau 3, 80... Ah, je suis une experte feeling et statistique. Donc en fait, il n'y avait pas de bonne réponse à cette question. J'ai mis des points à tout le monde parce que je me suis dit que c'était cool de finir sur une touche un peu l'école des fans. Voilà, bravo. Vous pouvez vous applaudir. Voilà, bravo. Tout le monde a gagné. Donc une des règles, c'est d'avoir une attitude bienveillante et respectueuse. C'est ce que j'essaye de faire avec vous, en vous donnant tous les points. Votez pour moi. Mais par contre, il va y avoir un classement, je vous l'avais annoncé. J'espère que vous avez sorti vos meilleurs pseudos. Et donc, on va voir le classement qui a, pour l'instant, le process le plus juste. Et alors avec 22 points, nous avons 3 gagnants. Félicitations aux 3 gagnants. Voilà. On peut les applaudir. Okay. Très bien. Et pour tous les autres, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'espère qu'en passant ce quiz, vous avez au moins des pistes sur comment améliorer votre process et le rendre de façon plus équitable. Est-ce qu'on peut repasser au slide? Donc, pour résumer, on va conclure avant d'aller manger. Un levier de justice, c'est quelque chose qui est à faire, à mettre en place dans votre entreprise. Donc, je vais vous faire un récap juste après. Mais je vous explique le concept. Donc, c'est à faire, à mettre en place. Et aussi à dire. Il faut que ce soit visible pour les candidats. Parce que le levier doit être visible. Sinon, il ne peut pas produire des perceptions d'équité et de justice. Et je vous conseille aussi de le mesurer. Justement, de mesurer pour voir s'il est assez fait et assez dit. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer au récap. Et pendant ce récap, chose importante, je vais vous demander de choisir au moins un levier et de réfléchir à comment, dès demain, vous allez pouvoir vous mettre en mode pilote dans votre process de recrutement et activer un maximum de leviers. Et j'essaye de... J'ai loupé mon cours de squat hier pour réviser. Non, c'est vrai en plus. Voilà. Donc, un petit récap. Donc, c'est le levier de justice. Donc, je vous l'ai dit, ça part d'une étude de 1993. Il y a beaucoup de recherches sur le sujet. Et en fait, ils sont répartis en 3 dimensions. Il y a 5 leviers de justice qui portent sur la dimension évaluation, donc sur la méthode que vous allez utiliser pour prendre la décision de recrutement. Donc, pour rappel, il faut utiliser des méthodes valides scientifiquement et reliées au poste. Il faut donner l'opportunité aux candidats de démontrer leurs compétences, donc pas des processus pas trop rapides. Utiliser les mêmes méthodes et les mêmes critères pour tous les candidats. Donner une deuxième chance. Il faut être OK pour réexaminer des points. Utiliser des méthodes où il est difficile de tricher pour que votre évaluation soit fiable. Hop. La deuxième catégorie, donc c'est la catégorie des informations qu'on donne. Faire un feedback rapide et argumenté. Donner des explications tout au long du processus. Et en vrai, c'est une des règles les plus importantes. Expliquer. Pourquoi? Parce qu'un processus de recrutement, ça fait peur. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et en fait, vous êtes là pour rassurer vos candidats. Et en fait, voilà. Rassurez vos candidats. Je ne peux pas rajouter. Ouvrez le dialogue aussi. Ouvrez le dialogue, être accessible pour répondre à leurs questions. Et autre point, être honnête. Voilà, être honnête dans l'échange. Et l'honnêteté, ça paye. Voilà, vraiment, l'honnêteté, ça paye. Sur du long terme, vous créez une relation de confiance avec vos candidats en étant très honnête. Et dernière catégorie, une catégorie relationnelle. Et donc, c'est là où, en tant que recruteur, on a vraiment notre part à jouer. On est au centre de cette évaluation d'équité.
avoir une attitude bienveillante et respectueuse, respecter la vie privée et ne pas être trop intrusive, voilà, selon que la personne soit à l'aise ou pas. Et dernière question, et dernière règle, que j'ai pas abordée en questionnaire, parce que j'avais peur de ne pas respecter le timing si je devais parler de ce sujet. Donc, pas de biais, de préjugés ou de stéréotypes lors de vos échanges avec les candidats. Donc, ça concerne les questions inappropriées, illégales ou que vous pouvez poser. Hein, la situation familiale, on oublie. Mais aussi, de façon un peu plus subtile, il y a un autre type de questions qu'on peut être amené à poser sans faire exprès, c'est des questions sur les stéréotypes liés aux compétences. On a tous des stéréotypes sur l'idée qu'une femme soit plus chaleureuse, qu'un homme soit plus autoritaire. Et donc on peut être amené à poser ce type de questions à nos candidats pour essayer de contredire notre stéréotype. Vous voyez, je me suis rendu compte le jour où j'ai posé comme question à une candidate, est-ce que vous êtes assez affirmé pour travailler avec une équipe d'hommes ? Je crois que je n'ai pas dit l'équipe d'hommes, mais est-ce que vous êtes assez affirmé ? Et donc cette question était guidée par mes stéréotypes. Donc faites attention à ce point-là, parce que ce dernier levier, ça ne va pas non seulement produire de l'injustice, mais ça va produire de la discrimination. Et les conséquences sont encore plus graves. Voilà. Hop, j'essaie d'appuyer. Donc n'oubliez pas, candidate n'est pas un métier. Et je suis ouverte au dialogue. Et j'accepte toute remarque. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Merci.